Vous écoutez On en dit quoi ? La chaîne du handicap, mais pas que. Un podcast qui dépoussière allègrement les questions de différence, de hors normes, d'extraordinaire, de baroque et de biscornu, pour tous les allumés du bocal et les autres. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui décoiffe. C'est parti! Salut mes petits extras! Aujourd'hui, je vous parle d'un roman qui s'appelle S'adapter de Clara Dupont-Mono aux éditions Stock et qui a obtenu en 2021 deux récompenses prestigieuses, le prix Goncourt des lycéens et le prix Femina. Cette lecture sera également un prétexte pour me livrer à vous et évoquer ma première découverte consciente de la différence et du bouleversement intime qu'elle a provoqué en moi. Titre de l'épisode: S'adapter, c'est aussi découvrir. Partons en premier lieu de ce livre lumineux, S'adapter de Clara Dupont-Mono. Ce roman est avant tout un conte où les pierres peuvent parler. Ce sont elles, les pierres des murs de cette maison cévenole, qui racontent l'histoire de cette famille et particulièrement d'une fratrie. Le récit débute à la naissance de celui que les pierres nommeront l'enfant. Lourdement handicapé, aveugle, incapable du moindre mouvement et voué à une courte vie, il est là, posé, incapable de se rendre compte du tsunami que son arrivée provoque. Avec une délicatesse déconcertante, le texte évoque l'ambivalence des sentiments, la fusion, la colère, l'oubli de soi, l'indignation, la résignation, le désespoir et l'amour pour trois personnages en particulier. Le premier volet, certainement le plus poétique, est consacré à l'aîné, celui qui s'arroge le rôle de protecteur et va fusionner sa vie avec celle de l'enfant, instinctivement, animalement, au point de se désintéresser de tout ce qui n'est pas lui. Figé dans un immobilisme volontaire, ce grand frère finit par s'oublier en vivant comme par procuration. Je ne vais pas résister au plaisir de vous lire un extrait qui décrit la dévotion du lien entre l'aîné et l'enfant. Alors attention, je prends mon livre, page 23. Comme ça, si vous l'achetez, vous saurez où trouver le texte. Ce soir de Noël signa quelque chose d'irréversible. Durant les mois suivants, l'aîné s'attacha profondément. Avant, il y avait la vie, les autres. Maintenant, il y avait son frère. Leur chambre était côte à côte. Chaque matin, l'aîné s'éveillait avant la maisonnée, posait un pied par terre, frémissait au contact des tommettes. Il poussait la porte, se dirigeait vers le lit qui déployait ses volutes de fer blanche, dans lequel lui et sa sœur avaient dormi aussi, avant de grandir et de demander un couchage adapté. L'enfant, lui, ne réclamerait rien. Il garderait donc ce lit. L'aîné ouvrait la fenêtre, laissait entrer le matin. Il savait extraire délicatement l'enfant, la main sur la nuque, le transférer sur la table à langer. Il le changeait, l'habillait, puis descendait avec précaution vers la cuisine pour lui donner une compote, préparée la veille par sa mère. Mais avant d'exécuter tous ces gestes, il se penchait sur le matelas, il posait sa joue sur celle de l'enfant, émerveillé par cette pâleur si douce, et restait ainsi, dans ce contact immobile, peau contre peau. Il savourait le rebondi crémeux de cette joue, et qu'elle soit sans défense, offerte à l'appel d'une caresse, peut-être même offerte rien que pour lui, l'aîné.
La seconde partie du livre nous parle de la cadette, pleine de colère et de rage face à cet inadapté qui brise l'équilibre familial. Dégoûtée, répugnée, honteuse ou révoltée, elle met en place des stratégies d'évitement ou d'affrontement, puis de résilience. C'est un véritable parcours initiatique qu'elle nous propose. C'est elle, la cadette, qui cherchera au mieux à rétablir l'équilibre familial, à se tourner vers le mouvement, vers demain. Quant à la dernière partie du livre, celle d'un troisième personnage, il n'est pas judicieux de la dévoiler. Disons juste qu'elle parle de l'après, de ce qui reste, de celui qui arrive, de la possibilité ou non de construire une vie, sa vie. Sans aucune leçon de morale ni bon sentiment sirupeux, les pierres racontent le juste et le vrai. Une narration au plus près des ressentis de chacun. Il s'agit d'un livre superbe et apaisant malgré la gravité du sujet. La lecture de ce roman éblouissant et sa puissance émotionnelle brute ont provoqué chez moi des sentiments particulièrement forts. Moi qui suis né dans une ZUP de la région parisienne, zone urbaine prioritaire, la douceur de cette vie sévenole, un brin suranné, ne correspond en rien à mon vécu quotidien de petite fille. Néanmoins, la peinture des sentiments me plonge en flashback vers un épisode de ma vie d'enfant qui m'a particulièrement marqué, ma première confrontation à la différence. Quand on est petit, la différence est une notion totalement inconnue. Il faut savoir que jusqu'à l'âge de 5 ans, un enfant se contrefiche de la différence et ne la voit même pas. C'est en fin de moyenne section qu'il va petit à petit se rendre compte de sa spécificité propre, sexuelle, physique, puis bien plus tard, émotionnelle. À 5 ans, donc, je ne déroge pas à cette règle. Fille ou garçon, mes copains d'école sont des enfants, point. Qu'ils aient la peau noire, un manteau rouge, des cheveux frisés ou des lunettes, rien n'est important ni même visible. 1 an plus tard, vers 6 ans et demi, mes parents, protestants tous les deux, me proposent d'aller découvrir l'école biblique le mercredi matin. Petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas ou peu la religion protestante réformée, la formation des enfants débute vers 6-7 ans et se termine vers 15 ans, date à laquelle l'adolescent demande ou non la communion lors de la Sainte Seine. Le parcours est donc plus complet et assez différent de celui des enfants catholiques. La première année, donc, avec un petit groupe d'enfants du même âge, je découvre avec délectation les récits bibliques de l'Ancien Testament. Le courage de David face à Goliath, la tristesse d'Abraham de ne pas pouvoir avoir d'enfant avec Sarah, la haine de Caïn pour son frère Abel. La Bible est comme une série de contes épiques se déroulant sous l'œil sévère d'un Dieu parfois vengeur et intransigeant. Nous sommes très loin de l'image d'amour inconditionnel prônée par le Nouveau Testament, mais toutes ces histoires me passionnent littéralement. En cours d'année, une petite Cécile vient rejoindre notre équipe du mercredi. J'ai presque 7 ans et j'observe la demoiselle. Sa tête toute ronde et ses yeux fendus comme des amandes attirent mon attention. Elle ne dit rien et sourit intensément à tout le groupe. Moi, qui suis sans contexte une des plus hardies, je m'approche, le torse un peu bombé, la jaugeant du regard. Mais quelle surprise lorsque Cécile se jette littéralement dans mes bras, m'embrasse en bavant et déclame d'une voix toute curieuse « Je t'aime, toi !» Réflexe immédiat, je repousse cette intruse et m'essuie la joue totalement dégoûtée. Ni Cécile, ni le pasteur ne semblent se formaliser de ma réaction. La petite m'attrape même la main. La sienne est humide. Je sens l'écœurement me monter à la gorge, mais je n'ose plus m'éloigner.
et sa main reste collée à la mienne, moite et flasque. La séance commence. Le récit du jour raconte la naissance d'un bébé, Moïse, abandonné par sa maman dans un panier d'osier. Cécile serre ma main un peu plus fort, comme si elle avait l'impression, elle aussi, de pouvoir être bientôt abandonnée. Ce mercredi matin-là est pour moi une véritable torture. Comme la cadette dans le livre de Clara Dupont-Moreau, cette fille me débecte. Je la trouve moche, répugnante, et en plus, elle me fait peur. Vers midi, Cécile repart avec ses parents, et le pasteur demande au reste du groupe de patienter un peu avant de sortir. J'ai le sentiment que je vais me prendre une soufflante pour mon attitude de rejet vis-à-vis de cette gamine. Mon corps se bloque, ma mine se renfrogne, je serre les dents. Pierre, notre pasteur, s'approche de nous et avec beaucoup de douceur nous annonce que Cécile est trisomique, que quelque chose en elle est différent, qu'elle a déjà 10 ans mais qu'elle restera avec nous, le groupe des petits. Puis son regard se tourne vers moi avec une bienveillance infinie et il me dit cette phrase que je n'oublierai jamais. « Merci Agnès pour ta gentillesse. Cécile t'aime beaucoup, je crois. Tu as su la rassurer sans même lui parler. Merci. Vraiment. » Cette phrase m'a totalement tétanisée. D'un seul coup, je me suis sentie si honteuse, si fragile aussi. J'ai fondu en larmes et j'ai couru rejoindre mes parents qui m'attendaient dans la voiture. C'est tout pour aujourd'hui, ne pleurez pas, je reviens très vite. Pensez à vous abonner mes petits extras, à mettre plein de belles étoiles et commentaires pour que grâce à vous, notre podcast soit mieux référencé. Je vous donne rendez-vous dans tout juste 15 jours pour un nouvel épisode d'On en dit quoi, la chaîne du handicap, mais pas que. Alors de quoi va-t-on parler ? Culture ? Coup de gueule ? Témoignage ? Science ? Surprise!